catastrophe. La direction du théâtre Poissonnière a décidé d'interrompre les représentations de la belle pièce de M. Samuel Beckett. C'est une comédie en 3 actes de M. Pirandello qui lui succédera sur l'affiche. Nous croyons savoir que cette pièce nouvelle comporte une situation psychologique des plus puissantes et des plus neuves. L'œuvre de M. Pirandello a été montée avec un goût remarquable. Les décors sont de Bertin et les mobiliers sont de Style. Le public ne s'imagine pas de la difficulté qu'il y a de faire des notes au journal. C'est un art. Il faut savoir frapper l'imagination du lecteur. Et tout le monde ne sait pas frapper. Entrez! Qu'est-ce qu'il y a? Patronne, l'auteur demande s'il pourrait avoir un mobilier empire pour l'acte 2. Mais non, non. Qu'il sache se contenter comme tout le monde du Louis XIV que nous avons en magasin. Il est bien suffisant. Il y a 20 ans qu'il sert. Je ne vais pas aller louer des meubles nouveaux pour une pièce que l'on va jouer, quoi, 10 fois? 10 fois? Espérons-le. Ah, ces auteurs, ils sont épatants. Rien n'est assez bien pour eux. Ils se fichent pas mal des frais qu'on a, ceux-là. Ils ne risquent rien, eux. Des auteurs comme celui-là, ils devraient payer pour être joués. Ils devraient payer plus qu'ils ne paient. Vous m'avez fait demander? Oui, entrez et asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite Fanny, vous êtes une actrice charmante. Mais nous avons convenu, Barakan et moi, qu'il était inutile de vous faire courir un risque au début d'une carrière aussi brillante que la vôtre. quel risque? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ma petite Fanny, je me suis trompée. J'aurais dû écouter ce que Barakan disait depuis le premier jour. Vous possédez les dons les plus rares. Vous êtes gaie, vive, souriante et distinguée. Et vous êtes tout à fait exquise dans la première partie du rôle. Oui. Les 3 n'est pas un point du tout. Je me suis rendu compte... Laissez-moi parler. Vous remplissez pendant tout le premier acte ma volonté. Et notamment, vous avez une façon extraordinaire de dire « Mon petit, pour épouser Yoriette, il vous faudrait avoir plus de poils au menton. » Oh là, vous êtes exquise. Aux deux, vous êtes tout bonnement parfaite. Ensemble, c'est les 3 qui clochent? S'il ne faisait que clocher, ma chère. J'adivine. Quoi donc? Vous allez couper les 3? Mais je... Oh, mais non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. N'écoute pas les conseils que vous donne. Je le jure moi que c'est un acte admirable. Admirable, certainement, et je n'ai pas l'intention de le couper. Alors, Ce n'est pas l'acte qui ne va pas. c'est Garnière? Non. Balabelle? Non. Mais alors? C'est vous qui... Bon, mon cher ami, il faut tout me dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de ne pas faire d'observation devant les camarades. Alors, dites ce qui ne va pas. Car avant tout, il faut qu'elle aille pour ta pièce, votre belle pièce. Dites-moi ce que je donne mal. Vous voulez que je vous donne plus de sensibilité? Ou plus de profondeur? Je voudrais que vous me donniez votre rôle. Comment un rôle? Oui, ne vous mettez pas en colère et comprenez-moi bien. J'ai mis beaucoup de bonne volonté et vous beaucoup de patience. Mais il y a une impossibilité physique. Le 3e acte est beaucoup trop dur pour vous et vous ne pouvez pas le jouer. Nous avons conclu, Barakan et moi, qu'il était inutile de s'acharner. C'est arrivé à Frédéric Lemaître et à Madeleine Brohan. Quand un rôle ne va pas, eh bien on le cède à une autre, et puis plus tard on a sa revanche. Remarquez bien, ma chère amie, que je ne vous reprends pas le rôle. Je suis venue vous l'offrir à Dinard cet été. Je vous l'ai offert, ce rôle est à vous, et vous pouvez en disposer. Rendez-le-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche douceur pour venir tout ça. Ah bon, ça y est, Madame Calvin vous les rend probablement. Madame Calvin. Parfaitement. Elle brode à l'écoliste depuis 8 jours. Je l'ai vu. Elle n'a donc pas assez joué de celle-là depuis 40 ans.
le nom de Madame Calvin n'a même pas été prononcé. Alors, c'est une saleté de mademoiselle Fillon? Oh oui, je me doutais. Mademoiselle Fillon n'aime pas les rôles qu'elle joue. Et elle vaut la mienne. Mademoiselle Fillon, qui n'est pas fidèle ni à son amant riche, ni à son amant de cœur, n'a probablement pas hésité à aller vous voir ce matin à votre réveil. Je vous prie, ma chère amie. Mademoiselle Fillon, qui ne peut pas dire deux lignes sans aller demander conseil à l'Ethne ou Madame Cole. Mademoiselle Fillon, vous jouez mon rôle. Mais je vous donne ma parole que ce n'est pas Mademoiselle Fillon qui jouera votre rôle. Alors, c'est Thérèse Duplessis. Mais non! Mais alors quoi? Personne ne vous le temps de votre rôle? Ah, mademoiselle, ce que vous venez de dire m'autorise à employer un autre ton et je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Jamais, mademoiselle, jamais. Ce rôle est à moi et je le garde. Voilà 1 mois et demi que je répète avec une ponctualité et un charmant que je ne suis très recommandée à mes camarades. Il faut mieux de suivre mon ensemble plutôt que de dire des mal de vous dans le coin. Ça aussi, ça non plus. Vous ne s'en êtes pas rendu compte. Je ne me rends compte que d'une chose, mademoiselle. C'est que vous ne pouvez pas jouer le dernier acte. C'est peut-être parce qu'elle n'est moins bon que les 2 premières. Je vous interdis de juger ma pièce. Et je vous interdis de m'éduquer devant la générale. Il me faut le public, moi, pour être bien. Je ne peux pas me donner devant le souffleur et le machiniste. Impossible. Attendez, écoutez. Voulez-vous que j'aille travailler? Attends. Donnez-moi encore 3 jours et j'arriverai à faire ce que vous voulez. Non, trop tard, mademoiselle, trop tard. Attendez, écoutez. Voulez-vous que j'aille travailler pendant 2 jours avec Madame Cole? Ce que vous me dites de faire, je le ferai. Mais je vais garder ce rôle. Je l'adore. Je n'ai pas encore dans la bouche, mais je l'ai dans la peau. Je suis en train de chercher les cris à l'entrée du baron. Mais il n'y a pas de cri, mademoiselle, il y a toute la scène avec le beau-père. Ah, quelle est belle cette scène. Oui, elle est belle, elle est admirable, certainement, mais que voulez-vous? Il faut qu'elle soit jouée. Elle le sera dans 3 jours. Non, inutile. Inutile, on aura cette discussion dans 3 jours, ce sera pareil. Je croyais pourtant m'être fait comprendre. Merde. C'est pas possible. C'est la merde, je ne vais pas accepter ça. D'accord? Ne m'obligez pas à vous dire la vérité, mademoiselle. Quelle vérité? Rendez-moi votre rôle et restons-en là. Oui, je veux savoir la vérité. Non, et non. Si vous me dites la vérité, je rendrai votre rôle. Eh bien, il y a, mademoiselle, que vous êtes très mauvaise au dernier acte. Je suis mauvaise. Oui, exactement. Vous n'avez ni le cri, ni le mouvement. Vous restez perpétuellement froide, élégante et distinguée. Eh bien, ça ne suffit pas. Quand une femme du monde se fait tromper par son amant, la bonne éducation s'efface et on n'a plus sous les yeux qu'une femme, une femelle acharnée, violente, ordurière s'il le faut. Eh bien ça, mademoiselle, vous ne le nommerez jamais. Jamais. Non, jamais. Il vous manque certaines qualités que le meilleur des travails et la meilleure des bonnes volontés ne peuvent donner. On a ça dans le sang, mais on l'a pas. Vous n'avez ni souffle, ni force, ni puissance. Votre talent n'est pas... Ah, mon talent. Mon talent. Je n'ai peut-être plus que talent que vous. Moi aussi, je vous vais dire la vérité. La exposition de votre pièce ne tient pas de vous. Le deuxième acte est chippé ou un scandale de bataille. Le troisième acte est invraisemblable. Elle est toute écrite et charavia. Espèce de petite cabotine qui vous permet de... Cabotine. Il n'y a pas soit aussi cabot que vous dans cette métier. Ah, si vous n'étiez pas une femme. Ah, si vous étiez un homme, on va dire que vous va faire vos pièces dans les assises de gâteau. Et vous, que vous prenez des cours au Guignol des Champs-Élysées, non? ¡Bruja loca de mierda! Vipère! Bouya, voyou. Me dites-vous bien, si vous n'êtes pas l'ami de toi, vous n'arrivez pas à déplacer vos pièces. Vos pièces faites de briques et de brocs avec les ordres des autres. Et ce sont ces gens-là que prétendent être des écrivains. Et des écrivains, des barbouilleurs de papier. Ça payait pour faire jouer cette pièce. Et tout Paris le sait. Et si on ne le sait pas, je le dirai, moi. Je le crierai. Je le hurlerai. Afin que ma directrice, assure de tous, a l'air d'un tributeur et n'est pas d'un crétin.
venez de faire ce que je vous demande depuis 15 jours. Allez, en scène! En scène! Ça y est, sauvé. Les répétitions se continuent dans le calme et la bonne humeur. Je suis là, 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 je suis là. Voilà, c'est l'heure d'écrire l'épilogue. Tu sais de quoi je parle. Toute une vie à contrôler, à dompter, dominer. Tout ça pourquoi? Terrassé par un dérèglement, une maladie. À la justice, parfois. Toutes ces années à utiliser, profiter de cette naïveté, cette soif de pouvoir général, manipulable. Tous, amis, ennemis, riches, pauvres, du plus intelligent au plus stupide. Tous dans cette course effrénée, toujours plus, tu leur jettes du grain, ils accourent. Ils en oublient tout. Amis, femmes, enfants, valeurs. Ils sont prêts à tout. Dociles. Et puis un jour, on t'apprend que tu dois payer. Voilà, fais ton sac, la fête est finie. C'est quand même dingue. Tu te retrouves enfin face à une force indomptable, face à un mur que tu peux pas détruire avec des promesses. Un partenaire qui se laisse pas acheter, qu'on peut pas faire chanter. Et qui décide, d'un claquement de doigts, sans ton accord, de mettre fin à toute collaboration. Je suis pas venu étaler mes états d'âme. Je sais pas, j'ai le sentiment que la boucle est bouclée. Le sentiment qu'il faut payer. Pas moi. Non, pas moi. Moi, j'ai fait mon propre chemin, suivi ma propre route, fait mes propres choix. C'est moi qui ai imposé mon dogme, moi et moi seul. Si c'était à refaire, Oh, mais oui, monsieur, une toque que les cuisiniers. Et vous battrez vos œufs. Et vous croyez en être quitte en battant vos œufs? Nenni. Vous devrez aussi incarner la coquille des œufs que vous battez, c'est-à-dire la forme vide que prend la raison lorsque la conscience ne la remplit pas. Vous êtes la raison, votre femme est la conscience. Voilà comment se répartissent les rôles. Et vous, en jouant le vôtre, vous devrez représenter volontairement le pantin de vous-même. Est-ce que vous avez compris? Bonsoir. Bonsoir. Assalamu alaikum tout le monde. Je m'appelle Suleiman Dior. J'habite à Montpellier depuis 7 ans, où je travaille dans une casse automobile. Dans le passé, j'étais à Paris, où je suis arrivé en 1999. Mais je suis originaire du Sénégal, le pays de la Teranga, plus précisément de Saint-Louis, sur la route de Rufisque. Ma mère, Aminata Dieng, était une femme pieuse et généreuse. Elle a eu 3 filles et 2 garçons. Mon père,
Idriss Diop, est un Malien, Peul. Lui, il vient d'une famille de griots, une lignée ininterrompue depuis 17 générations. Ils ont même chanté les louanges et les faits d'armes du grand mandingue Soundiata Keïta. Mon père, quand il avait 18 ans, eh bien, il s'est engagé avec les tirailleurs. Même que, bon gré mal gré, il a combattu l'Africa Corps de Rommel en 1942, jusqu'à participer à la libération de la France et de Marseille. On ne peut pas vraiment dire qu'il ait été grandement remercié, mais ce n'est pas le propos de ma visite. Je vais vous dire en quelques mots, moi-même je suis, comme on dit, un Baïfaï. C'est-à-dire, nous sommes musulmans, c'est vrai, et dans un pays de confession laïque, c'est des fois difficile à entendre. Mais en fait, nous sommes des gens de paix, et si notre cher Ahmadou Bamba nous a dispensé du jeûne et de la prière, c'était pour mieux, à travers le travail de tous les jours, pouvoir oublier nos individualités et nous en remettre à quelque chose de plus grand, le très miséricordieux Ar-Rahman Ar-Rahim. Chaque jour, nous chantons des louanges et nous essayons d'incarner cette générosité que le bon Dieu, ou la vie si tu préfères, nous offre. Mais passons les diversités culturelles, je viens pour vous raconter une histoire. En fait, dans les temps d'avant l'islam, chez nous les Peuls, comme le disait ma grand-mère paternelle, il y avait quantité d'histoires à destination de l'apprentissage. C'est-à-dire que ça n'est pas l'école, tu as ton diplôme et tu as fini d'apprendre à vivre. Donc cette histoire, c'est celle de Kaïdara. Kaïdara, c'était le dieu de l'or et de la connaissance. À savoir que 3 initiés, dont Hamadi, qui lui survivra à l'histoire, eh bien, il rencontre un vieil homme qui est handicapé et difforme. Ce vieil homme leur dit, vous allez voyager et vous rencontrerez Kaïdara, le dieu de l'or et de la connaissance. Donc, après avoir voyagé dans le pays des nains, ils arrivent dans un village. Dans ce village, il y a une vie de village, tout simplement. Il n'y a pas Vival, mais il y a la vie quand même. Donc, les gars, ils sont là, tranquillement. Et puis, ils voient devant un mur. Ce mur, il fait 3 coudées de large, 9 coudées de haut. Mais à un moment donné, ce mur, il se casse, il disparaît. Là apparaît une case, comme une maison, si vous voulez. Eh bien, les initiés, ils rentrent dans la case. Là, ils sont accueillis par encore un vieil homme, mi-homme, mi-serpent. Le vieil homme leur dit, bon, voilà, vous êtes des initiés, donc vous savez ce qu'il en est. En tout cas, ici, j'ai un coq attaché à un piquet. J'aimerais que ce coq, vous le surveilliez bien pendant que moi, je vais balader. Mais les initiés, tellement sûrs de leur fait et de leur connaissance, à Tcho, à Tchatch, ils parlent entre eux, ils en oublient jusqu'au coq, qui est agité comme ça n'est pas permis, qui finalement se détache du piquet, et il commence à mettre le bazar dans cette case, puis il s'en va dans la cour. Mais, arrivé dans la cour, ce coq est un bélier. Ce bélier est comme excité. Donc le bélier, il met un grand bazar à nouveau, mais dans la cour. Les initiés courent après, ils n'arrivent pas à l'attraper. Tu vois? Tu vois? On en reconnaît certains qu'on a déjà croisés. En tout cas, ce même bélier-là, il va continuer à s'échapper. Il sort de la cour, il arrive dans le village. Mais dans le village même, il se transforme en taureau. C'est un taureau enragé. Il va tout détruire sur son passage. Il n'y a plus rien. Parce qu'il va renverser la braise qui va mettre le feu au village. Tout est abattu. Tout est par terre. Il ne reste rien. Même si le feu, ça purifie, quand tu n'as plus de village, c'est compliqué. Bref, cette histoire, c'est un peu comme,
Tu sais le secret. Si tu dis un secret à un ami, il est comme un coq agité. Un jour, il va s'échapper de la case, il arrive dans la cour ou dans le quartier, il va dire les choses, et puis la situation s'envenime, tout descend dessus-dessous, jusqu'à ce que finalement, ça devienne comme un taureau, et ce taureau-là, aïe, il va tout casser. J'étais content d'apprendre à vous rencontrer ce soir, mais je voulais vous dire que, spécialement, nous sommes des voyageurs dans un hall de gare. Et puis, on attend tous une correspondance. Quand l'heure du voyage arrivera, j'espère que vous n'aurez pas besoin de tickets, comme ils disent dans le gospel, mais vous aurez besoin de rester vigilant. Comme disait mon ami San Gemenla, je vous souhaite plein de bonnes choses, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, dans vos entourages et tout autour. Merci. Je vous ai dit, je ne suis pas comédien. Je suis banquier. J'ai rien à faire ici, moi. Je vous dis, je suis banquier. Vous savez ce que c'est un banquier? Oui, eh bien moi, je devais chanter. Bon ben voilà, hein, voilà. Oui, mais moi... Eh ben voilà. Je vais vous raconter une histoire. Ah bah tiens, je vais vous raconter l'histoire de mon premier client. Ouais, parce qu'avant la banque, j'étais dans le commerce. Je travaillais avec l'agriculture. Je vendais des engrais, des pesticides. Ouais, je sais, c'est pas très glorieux de dire ça aujourd'hui, mais bon. Alors, mon premier client s'appelait Antoine Vermorel. Antoine Vermorel, il avait une ferme, la ferme des Grands Terres, à Beaubry, un village entre le Charolais et le Bourbonnais. C'est une région de Basse-Bourgogne où on parle encore en chantant et en roulant les airs. La Bourgogne du Sud. Ouais. Antoine Vermorel, c'était la 7e génération des Vermorel sur la ferme de Grands Terres. Et les plus anciens, ils avaient commencé avec 2 vaches, un cheval, sur 2 hectares, je crois. Et après, à force de travail, de privation, et puis de magouilles, et de pression sur les vieux du village, et de mariages arrangés, ils avaient fini par acquérir ici des terrains, là, des bâtiments, des droits d'exploitation, après des quotas laitiers. Et en 83, Antoine Vermorel avait une ferme de 187 hectares, 70 vaches laitières, autant de veaux de boucherie, des cochons, des volailles, superbe exploitation qui faisait sa fierté. Et avec lui, la fierté des 6 générations qui l'avaient précédé. Ah, c'était une belle ferme. Une ferme qui faisait la convoitise et la jalousie des voisins. Surtout les Donadieu. Les cousins éloignés qui auraient bien aimé la récupérer pour eux. Ah, parce que dans ces milieux-là, on est à la fois fier, mais fier totalement. Quand vous voyez un paysan, il est fier dans son corps, il est fier dans ses idées, il est fier dans sa morale. Et en plus, ils sont jaloux, mais maladivement jaloux, viscéralement jaloux. Incroyable. Alors, vous me direz, il n'y a pas de quoi faire un film ou une pièce de théâtre. Mais les circonstances exacerbent parfois les sentiments. Et les circonstances, elles commencent en 1944, chez les Vermorel. On est sous occupation allemande. Et dans le village à côté, à Bougie, 10 résistants se font arrêter par la Gestapo. Ils sont fusillés le lendemain. Parmi eux, il y avait Emmanuel Donadieu, cousin. Immédiatement, dans tout le village,
Court la rumeur que c'est le pervers Morel qui les aurait dénoncés aux Allemands avec qui il faisait un peu de commerce. 2 ans plus tard, le petit frère d'Antoine, René, une tête folle qui pensait qu'à la musique de jazz avec les Zazous de l'époque, tombe amoureux d'Amélie Donadieu. On le retrouvera mort dans un accident de moto 2 mois plus tard. Il allait la retrouver au bal à Monceau. Le pervers Morel est persuadé que les Donadieu sont là derrière. Parce qu'ils ont le diable avec eux, ces gens-là. Quelques années plus tard, en 1955, Antoine épouse Juliette, la fille de Lorme, la ferme d'à côté. Beau mariage, 35 hectares. Et un espoir d'avoir une descendance. Et de pouvoir donner sa ferme à son fils. Juliette, après quelques fausses couches difficiles, donne naissance à Bruno, un garçon hydrocéphale. Il mourra à l'âge de 24 ans. Juliette a très mal vécu cette naissance. Elle a vécu ça comme un échec. Elle a mis son couple en péril, mais surtout, elle a mis la ferme en péril, le devenir de la ferme. Elle sera internée 2 ans plus tard dans un hôpital psychiatrique, officiellement pour une dépression grave. Antoine refait sa vie avec Rosa, une bonne Portugaise qu'il avait embauchée pour s'occuper de Bruno. Et, grâce à Dieu, elle lui donne un fils, Romuald, sur lequel Antoine va mettre toute son attention et son amour. Romuald est une forte tête, bagarreur, paresseux, mauvais élève. Et en 1977, à l'âge de 18 ans, il annonce à son père qu'il vient de s'engager dans l'armée. On retrouvera son corps 3 ans plus tard sous un tas de pierres au milieu des champs de grand air. Antoine Vermorel a aujourd'hui 75 ans, il est sorti de prison il y a 10 ans. Il vit maintenant dans un petit village de Lorraine, où il a fait rapatrier le corps de son fils Romuald. Mais Julien Donadieu, aujourd'hui dans le village, est fièrement à la tête d'une exploitation de 350 hectares. J'ai couru toutes les boutiques pour trouver une robe de soirée pour ce soir et je n'ai rien trouvé. J'adore faire les boutiques. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand on cherche quelque chose de précis, on ne trouve jamais rien. Et quand on cherche quelque chose de précis, ou plutôt, quand on ne cherche pas quelque chose de précis, on voudrait tout acheter. Charles-Henri et moi, nous sommes invités ce soir à l'inauguration d'une galerie d'art. Cette galerie se trouve au centre-ville. Ils viennent de finir les travaux. C'est la galerie de Saint-Pétersbourg. Ça m'aurait bien tenté de participer à une aventure comme celle-là.